Multi-21, c'est... Yeah, Multi-21. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle émission de Multi-21. Bonne année 2022, on l'espère remplie de rencontres avec des passionnés de F1. Et bonne année 2022, Louis. Merci, bonne année à tous. Et pour commencer cette année 2022, on va faire les bilans de la saison de F2 de 2021. Et oui, la saison a été tellement longue et éprouvante qu'on fait le bilan début 2022. Une saison avec un calendrier très particulier, on va commencer par ça. On avait beaucoup d'inquiétudes sur ce calendrier et nos inquiétudes se sont révélées fondées, Louis. 2 mois d'écart entre le 6e et le 7e meeting, des meetings à 3 courses pour lesquels on n'a eu aucun intérêt, à part le fait qu'avec une intempérie à Sochi, on a pu avoir 2 courses quand même, mais c'est bien le seul intérêt de la saison. Et un calendrier qui s'est étendu avec seulement 8 meetings de mars à décembre. Tout a été raté dans ce calendrier de F2 2021. Bah oui, effectivement, tu l'as dit, un calendrier déjà pas vraiment équilibré, un calendrier avec, on l'avait dit en début d'année, mais beaucoup de courses aussi sur les circuits urbains, avec Monaco, Bakou, en Arabie Saoudite, à Sochi. Un calendrier, comme tu l'as dit aussi, avec une énorme pause, mais pas au milieu de la saison, mais plus vers la fin de la saison. Et puis aussi un calendrier qui a été impacté par ces formats de week-end de course qui étaient un peu déconnants, avec des grilles inversées à tout va, et finalement on savait plus qui partait en pole. Ah oui, mais lui il a fini 13e hier, mais il y a eu 3 pénalités, du coup il part en pole de la 2e course, mais il n'est pas qualifié pour la 3e course, et on n'y comprenait plus rien. Ça n'avait pas grand sens d'un point de vue sportif en plus, parce que finalement, tu te qualifiais 10e pour la course principale, mais tu partais 10e, enfin, tu partais en pole de la première course, donc tu pouvais quand même gagner, alors que si tu te qualifiais en pole, tu partais 10e, t'avais aucune chance de gagner, tu remontais un peu, tu repartais après dans le milieu de peloton, t'avais aucune chance de bien figurer, enfin, c'était vraiment très très bizarre, et limite, j'avais l'impression que ça, parfois même, ce format de course avantageait un peu plutôt les pilotes de milieu de grille que les top pilotes, quoi. Donc c'était un peu bizarre. Absolument, ouais. Tu l'as dit, on a eu même 2 grosses pauses pendant la saison parce qu'entre Silverstone et Monza, on a eu 9 semaines et on a eu 9 semaines entre Sochi et Jeddah. Donc, tu vois, j'avais mal compté, mais 2 énormes pauses. Et il y a beaucoup de pilotes qui, lors de la pause entre Sochi et Jeddah, ont commencé à critiquer le fait qu'on allait arriver sur un nouveau circuit après 9 semaines sans courir et des habitudes qui se perdaient pour ces jeunes pilotes qui ne faisaient que ça de leur année et qui n'avaient pas de double programme pour l'immense majorité. Et puis, tu l'as dit, ouais, en fait, on a eu beaucoup de pilotes de milieu de grille. Je pense notamment à, le meilleur exemple de pilote qui a profité de ce calendrier, c'est Jean Derovala, qui, par ses qualifications entre la 4e et la 8e place, se retrouvait toujours en bonne position avec les grilles inversées, pouvait toujours gagner des courses, faire des podiums sur ses courses 1, ses courses 2, et finalement grappiller pas mal de points par rapport à des pilotes qui avaient une vitesse de pointe bien supérieure à lui, genre Tictum ou Pourchère, mais qui se retrouvaient une course sur 2 très loin derrière, à cause de ce changement de grille permanent. Et là où pour la F3, on pouvait le comprendre parce qu'il y avait beaucoup de pilotes sur la grille, parce que le niveau est très très proche et parce que la domination de Prema ces dernières années faisait qu'on avait besoin. Pour la F2, il n'y en avait pas du tout besoin. Et ouais, ça nous a plus gâché la saison qu'autre chose. Bah oui, je suis assez d'accord. Et pour te rejoindre d'ailleurs sur ce que tu disais sur Daruvala. Daruvala, dans la saison, c'est 2 victoires et en tout 5 podiums. Et en fait, en course principale, il a qu'un seul podium, une 3e place en Russie. Mais sinon, toutes ses victoires et ses podiums ont été acquis sur les courses à grille inversée. Lors d'un week-end à Sochi qui a été très spécial, puisque des courses sous la pluie, une course interrompue, beaucoup de choses. Donc effectivement, sinon c'est un pilote qui a énormément profité des courses 1 et 2. Le top 3 final de la saison, c'est Oscar Piastri, Robert Schwartzman et Guanyu Zhou. Alors, avant le début de la saison, on avait tous les deux mis Robert Schwartzman champion, puisque ça nous semblait impératif pour être gagné. Tu avais mis Drugovich en 2, j'avais mis Zhou, et tu as mis Lundgaard en 3, j'avais mis Drugovich. On avait Piastri en meilleur rookie de l'année, mais on ne s'imaginait pas à ce point que Oscar Piastri allait, dès sa première saison, gagner le championnat. Ah, effectivement, c'est quand même assez rare de voir des pilotes qui remportent le championnat dès leur première saison. Piastri a été excellent. Il a mis un petit peu de temps à se mettre en route. Il est quand même 2e à Monaco, mais après, et 2e en Azerbaïdjan aussi. Et après, finalement, sur la fin de saison, il a été intraitable, puisque sur les 4 derniers meetings, il gagne les 4 courses principales. Donc, c'est extraordinaire ce qu'il a fait. Il a mis une demi-saison à se mettre en route, et encore, il a marqué des gros points en début de saison aussi. Et après ça, il a été imbattable. Donc, chapeau à lui, il n'y a rien à dire. Il a vraiment été intraitable.
J'allais le dire, mais c'est vrai qu'en première partie de saison, on parlait beaucoup d'un duel entre Schwartzman et Zhou. On disait Zhou, c'est son année, il va être champion, il va aller prendre un baquet en F1. Il était encore à ce moment-là membre de l'Académie Alpine et Piastri aussi. On disait Piastri, ça serait peut-être bien qu'il ne gagne pas cette année pour avoir sa chance l'an prochain. Et au retour du break, lorsqu'on est arrivé à Monza, on a vu un Oscar Piastri beaucoup plus incisif, beaucoup plus méchant. Et là où on doit lui tirer son chapeau, c'est que lorsqu'on est arrivé à Jeddah, il avait une chance de vraiment taper du poing sur la table pour gagner le championnat. Et il l'a fait, il a gagné 2 courses sur 3. Il s'en sort extrêmement bien et il acquiert le titre avant la dernière course de la saison, avant la toute dernière course. Et c'était une saison de champion. Et finalement, en fait, Piastri a fait ce qu'on pensait que Robert Schwartzman ferait l'an dernier, en 2020, il y a plus d'un an maintenant, parce qu'on enregistre début 2022, mais lors de sa saison rookie en F2. Effectivement, oui, Piastri is the new Schwartzman. Et oui, et c'est dommage pour Schwartzman, moi, qui m'a un petit peu déçu quand même. Il a mis beaucoup de temps à se mettre en route cette année. D'ailleurs, il gagne pas une seule fois en course principale, donc c'est un peu décevant de la part de Schwartzman qui était annoncé comme le favori en début de saison. Zhou un petit peu décevant en fin de saison aussi. Pareil, on a vu un début de saison qui se résumait un peu en une lutte entre Piastri et Zhou pour le titre. Et finalement, Zhou s'est complètement effondré en fin de saison et Schwartzman a pu récupérer la 2e place grâce à ça. Mais ni Zhou et ses 2-3 saisons maintenant dans les pattes, ni Schwartzman pour cette 2e saison n'ont vraiment été convaincants par rapport à Piastri qui lui était débutant. Et j'ai même envie de dire, Zhou a été plus convaincant que Schwartzman parce que Zhou sur cette saison, je parle sur cette saison, pas sur l'ensemble de leur carrière en F2, mais sur cette saison, a eu un moment les prétentions d'être un champion de F2. Là où Schwartzman, on l'a plus vu revenir au fur et à mesure pour s'imposer. Et justement, j'aimerais on va parler des deux, mais Robert Schwartzman, c'est sa 2e saison complète en F2. L'an dernier, il était pendant un moment leader avant de s'écrouler après la pause et de finir 4e au pied du podium derrière Schumacher, Aylot et Tsunoda. Schumacher et Tsunoda sont partis en F1, Aylot est parti en IndyCar et a peut-être un programme Ferrari en hypercar qui va arriver. Schwartzman, ça fait 2 ans de suite finalement qu'on le voit louper des opportunités, là où avant il avait toujours été dans les temps, il était dans les temps en Formule Renault, il était surtout dans les temps en F3, et peut-être que là, pour une fois, on le voit bloqué au moment où justement on l'attend, et c'est peut-être un problème pour la suite de sa carrière. Bah oui, c'était vraiment le moment où il fallait concrétiser et il n'a pas vraiment convaincu. Non seulement il termine 2e, mais il est à quasiment 60 points. Enfin, il est à 60 points d'ailleurs de Piastri, ce qui est énorme. Et c'est dommage parce qu'il y avait un baquet ouvert chez Alfa Romeo. Il y avait même 2 baquets ouverts chez Alfa Romeo puisque les 2 pilotes chez Alfa vont partir. Et pour un pilote qui est soutenu par Ferrari, c'était l'occasion royale pour arriver en Formule 1. Et il n'a pas su saisir ça. Alors après, sa carrière elle est pas terminée. Il peut peut-être espérer encore arriver en Formule 1. Comme l'avait fait Giovinazzi à retardement avec une année de retard chez Sauber à l'époque, Giovinazzi, mais il peut peut-être encore espérer arriver en Formule 1, mais honnêtement j'ai du mal à y croire. Est-ce que Ferrari va continuer de payer pour lui en Formule 2 possible, mais pour moi son avenir à Schwartzman maintenant, s'il continue de rester dans le giron Ferrari, son avenir il est plutôt en endurance justement avec ce programme hypercar où on devrait retrouver aussi Aylot, peut-être Giovinazzi et d'autres gars comme Fuoco aussi notamment. Guan Yu Zhou termine donc 3e. Guan Yu Zhou qui, moi j'ai trouvé beaucoup plus mature sur cette première partie de saison que sur ces 2 saisons précédentes. On se souvient que l'an dernier il avait fait un exceptionnel début de meeting au Red Bull Ring et puis après il avait eu des problèmes et dans la semaine entre les 2 meetings au Red Bull Ring, Alonso avait été annoncé comme prenant le baquet Renault pour 2021 et ça lui avait mis un coup sur la tête. Il avait finalement gagné sa première course qu'à Sochi, donc tard dans la saison. Là il a pris en main le championnat des Bahreïn. À Bahreïn, à Monaco, à Bakou, il s'est toujours montré consistant. Et puis après la pause, lorsqu'on a commencé à parler de lui en F1, il s'est un petit peu liquéfié. Au moment où il voyait Piastri remonter sur lui, au moment où c'était un peu la comparaison entre les 2 pilotes de l'Académie Renault, sauf que l'un des deux, enfin de l'Académie Alpine, pardon, sauf qu'un des 2 était rookie, c'est là où finalement il s'est un peu affaissé, notamment à Sochi et Jeddah, où il a été nulle part. Mais cette première partie de saison de Guan Yu Zhou, moi, m'a fait très plaisir parce que je me suis dit, enfin, il est à la hauteur des attentes qu'on avait d'un garçon qui peut être promu en F1. Oui, effectivement, un bon début de saison. Il prenait bien ce rôle de favori pour ce championnat. Et comme tu l'as dit, il s'est effondré. Alors, est-ce que finalement il était
il a eu des conditions qui étaient très favorables en début de saison, ou est-ce qu'il a eu un peu de mal mentalement à suivre en deuxième partie de saison? C'est compliqué à dire. J'espère qu'il rebondira l'année prochaine. Et j'espère qu'il saura se remettre à un bon niveau l'année prochaine, parce que on a envie d'avoir les meilleurs pilotes en Formule 1, et même si c'était peut-être pas lui le plus méritant cette année, en tout cas, c'est un pilote qui devrait être capable de faire un travail à peu près correct en Formule 1. Donc on va voir ce que ça donne. Absolument. Et pour moi, c'était le deuxième meilleur de cette année derrière Piastri. J'aurais bien aimé voir les deux en F1 l'an prochain. On va passer à ce qui nous a plu et nous a déplu sur cette saison. Je vais te laisser commencer sur cette note d'optimiste avec ce qui t'a plu cette saison, et notamment un jeune rookie français. Je vais te laisser en parler, mais je plus-vois par avance tout ce que tu vas dire. Bah oui, finalement, on peut prendre notre review de la saison de F3 de l'année dernière, et on recommence. Moi, c'est Théo Pourchaire, hein, bien sûr, qui a fait une très bonne saison, et notamment une victoire autoritaire à Monaco avec la pole. Il devient le plus jeune vainqueur en Formule 2. Il était déjà devenu l'année dernière le plus jeune vainqueur en Formule 3, et il devient cette année le plus jeune vainqueur en Formule 2. Il a manqué un peu d'expérience sur certains meetings où il avait un peu de mal à se mettre dans le rythme. On a vu qu'il avait un petit peu de mal aussi à gérer la dégradation de ses pneus. Voilà, il manque un peu d'expérience, il manque un peu de maturité, mais globalement, il a une très bonne pointe de vitesse, et j'ai aucun doute sur le fait qu'il sera encore à la fête l'année prochaine. Il devrait rempiler en Formule 2, hein, il y a assez peu de doute là-dessus, et on va le voir. En plus, il est couvé par Fred Vasseur qui le garde chez Hart, possiblement pour le faire monter chez Alfa Romeo l'année prochaine, donc on verra bien ce que ça donne. Dans tous les cas, oui, Théo Pourchaire une très bonne surprise cette année. On avait déjà peur que le gap de la Formule 4 directement à la Formule 3 FIA allait être trop élevé, et ça n'a pas été le cas. On avait peur qu'il se casse un peu les dents en arrivant désormais en Formule 2, qui est quand même un gros championnat. Ça n'a pas non plus été le cas, donc finalement le futur s'annonce très bon aussi pour Théo Pourchaire. Absolument, ouais. C'est vrai qu'on a à chaque fois un peu peur qu'il soit trop en avance et que son âge le bloque, que son inexpérience le bloque, mais il se met très vite dans le coup à chaque fois, et effectivement pour l'année prochaine, enfin pour cette année 2022, on peut déjà le dire, ça va être un des grands favoris de la F2. C'est pas le seul pilote qui t'a plu cette année. Un autre pilote arrivé en cours de saison et dont on avait déjà parlé en F3 t'a beaucoup plu. Bah oui, Doohan, hein, Jack Doohan qui arrive un peu parachuté en fin de saison. Je pense que tu vas nous reparler de ça, mais c'est vrai qu'on voit en fin de saison sur les derniers meetings, on voit souvent les pilotes qui manquaient un peu de budget, qui manquaient un peu de résultats aussi, se faire éjecter, et puis ça permet à des pilotes qui ont bien performé tout au long de la saison dans les catégories inférieures de faire leur début et de prendre un peu leur marque pour l'année suivante. C'est jamais facile, hein. On se souvient de Théo Pourchaire d'ailleurs, qui avait dû faire le meeting de Bahreïn l'année dernière, et donc ça permet de prendre un peu ses marques, mais c'est jamais facile parce qu'on arrive au milieu d'un peloton où tout le monde a déjà bien roulé, connaît bien la voiture, et où tout le monde se connaît bien, et donc c'est pas évident pour les débutants de faire leur début justement en fin de saison. Et Doohan, il a fait ça magistralement. Alors dommage, hein, il manquait un peu d'expérience aussi, et ça s'est pas terminé par des gros résultats, en tout cas pour Doohan. Mais il y a quand même une cinquième place en Arabie Saoudite, ce qui est pas mal. Une 8e place aussi aux Émirats Arabes Unis, mais surtout une 2e place sur la grille de départ. Donc une 2e place en qualification, et ça prouve qu'il a la pointe de vitesse. Et je pense qu'on le reverra l'année prochaine, et il fera partie des pilotes à surveiller. Moi, dans mes tops, j'ai mis Jüri Vips, l'Estonien, meilleur pilote du pool Red Bull cette année. Quasiment rookie, enfin il avait fait un petit peu de début de saison l'an dernier, mais je suis content en fait que Jüri Vips soit enfin en F2. On l'avait dit en début de saison, mais après sa saison de F3 en 2019, on s'attendait à le voir en F2, en F1. Finalement, Red Bull voulait l'envoyer en Super Formula, Covid oblige, ça n'a pas été possible, et puis il n'avait pas vraiment de programme. Il revient en cours de saison, il fait podium avec Dams dès le milieu de saison, enfin dès qu'il revient au bout de son 3e ou 4e meeting. Et cette année, il a été assez impressionnant. Son meeting à Bakou, bien évidemment, où il gagne 2 courses, c'est un chapeau. Il fait des podiums sur 5 circuits, je crois, différents. Et puis, principalement des circuits en ville, c'est vrai, mais aussi à Sochi et Silverstone. Et finalement, dans ce marasme de jeunes pilotes Red Bull, avec un Yann Derouvala qui, pour moi, semble atteindre son plafond, on l'avait déjà dit l'an dernier, mais on le redit cette année, avec un Liam Lawson dont je ne sais pas trop quoi en penser, avec un Jack Doohan qui l'année prochaine sera rookie finalement, full season rookie, et qui apprendra. Jüri Vips a sa carte à jouer, franchement, et je suis content qu'enfin Red Bull l'ait stabilisé dans le championnat, et ça a porté ses fruits, donc j'ai très hâte de le voir l'an prochain, mais je suis content de cette année 2021 de Jüri Vips.
Puis l'autre pilote dont je suis content, en fait, je vais parler de la partie piste de ce pilote-là et je te laisserai parler de l'à côté parce qu'il y a du bon et du moins bon. C'est Dan Ticktum, hein, qu'on aime énormément. Je suis content qu'enfin il ait pu faire une saison de F2 sérieuse sur la piste. Je vais pas dire ce qu'il y a très sérieuse parce que pour moi il y a encore quelques erreurs qui fait qu'il aurait pu se battre pour le podium, mais enfin on a vu Dan Ticktum sous ses meilleurs jours à plusieurs moments. Et ça a fait quelqu'un qui gagne 2 fois, alors pas lors des courses du dimanche, mais qui gagne quand même, qui fait pas mal de podiums, qui porte cette équipe Carlin, qui termine au pied du podium derrière les 3 pilotes qu'on annonçait comme des potentiels pilotes de F1, Piastri, Schwarzman et Zhou. Donc une saison, on va dire sur la piste, assez sympathique de Dan Ticktum, et moi en tant que fan de Dan Ticktum, j'ai beaucoup aimé, même s'il y a du moins bon et je vais te laisser en parler. Et la troisième petite chose, dernier petit élan d'optimisme, c'est le départ de HWA, qui n'est pas une écurie de course junior, qui ne l'a jamais été, qui ne le sera jamais. Pour l'arrivée de Van Amersfoort, qui avait été une écurie un peu laissée sur les côtés depuis la fin de la F3 Europe en fin 2018. On espère enfin voir des vrais pilotes, on va en reparler, mais le marasme que nous a offert HWA sur ces dernières années, pas au départ, mais évidemment, on a eu quelques bons pilotes chez HWA, mais c'est vrai qu'on a eu beaucoup de mauvais pilotes, que ce soit en F2 ou en F3. Et je suis content qu'ils quittent le championnat pour voir enfin une vraie écurie de course et peut-être enfin 11 vraies écuries de course sur la grille en 2022. Mais revenons à Dan Ticktum, puisqu'on va passer au flop, et tu veux parler de Dan Ticktum dans les flops, et je te laisse faire. Mon amour pour lui me fait oublier certaines choses. Bah oui, mais tu sais, hein, qui aime bien châtie bien. Effectivement, tu l'as dit, Dan Ticktum, il a fait une très bonne saison. Il termine deuxième sur la course principale de Bahreïn. Il termine aussi deuxième sur la course principale en Grande-Bretagne. Il termine troisième de la course principale à Monza. Donc, notamment après une belle remontée. Et pas mal de soucis. Excellente remontée et très bonne course aussi à Silverstone. C'est vrai que sa course de Silverstone et sa course de Monza, les courses principales sont excellentes, vraiment. Voilà, donc on a un pilote qui est excellent en piste, qui a une très bonne pointe de vitesse, qui sait gérer les courses, qui sait dépasser. Et c'est un pilote, comme tu l'as dit, qu'on adore parce que en piste, il reste jamais très longtemps derrière un autre pilote. Des communications radio qui sont toujours amusantes. Enfin bref, il met l'ambiance et nous on aime ça. Mais à côté de ça, moi je suis déçu parce que Dan Ticktum, c'était vraiment un pilote, je pense, qui avait les moyens d'aller en Formule 1. Et je pense que maintenant c'est définitivement terminé pour lui ses rêves de Formule 1. Pourquoi ? D'abord parce que sur la piste, tu l'as dit, il a été très bon. Mais je trouve pas tout le temps. Il y a eu quand même quelques erreurs en piste. Il y a eu des choses pas terribles qui ont fait qu'il termine 4e du championnat, alors qu'à mon avis, il y avait vraiment moyen d'aller chercher cette 2e place du championnat. Et puis surtout, il y a encore eu beaucoup de choses en dehors de la piste, et notamment cette affaire sur Twitch où il a insulté Latifi, ce qui a probablement précipité son départ forcé de l'Académie Williams. Et c'est dommage parce qu'en terminant 2e du championnat et en montrant qu'il avait l'étoffe d'un pilote de Formule 1, en montrant qu'il était sérieux et qu'il avait arrêté les conneries, il aurait peut-être pu prétendre au 2e baquet Williams à la place d'Albon. En tout cas, je suis à peu près certain qu'il aurait fait au moins de l'aussi bon travail qu'Albon. Et je suis déçu parce que Dan Ticktum, pour moi, il avait vraiment les moyens d'aller en Formule 1. Et il a été très con et il a tout gâché. Alors, sa carrière n'est pas finie, on va le retrouver en Formule E, et donc ça va peut-être redonner un peu d'intérêt à ce championnat, on verra bien. Mais voilà, moi je suis un peu déçu de Dan Ticktum justement parce qu'il y avait mieux à faire. Mais effectivement, ça reste quand même une bonne saison. Il finit 4e avec 2 victoires et plusieurs podiums sur les courses principales, donc c'était une bonne saison. 2 autres pilotes qui ont gâché sans doute leur avenir en F1 et qui n'ont pas fait une bonne saison du tout, c'est Lundgaard et Armstrong dont tu nous parlais, notamment Lundgaard que tu avais mis sur ton podium en début de saison. Ben oui, Lundgaard et Armstrong, c'est 2 pilotes qui nous ont quand même vraiment convaincus dans les catégories inférieures, hein, jusqu'à la Formule 3. Et ces 2 pilotes qui, une fois arrivés en Formule 2, ne trouvent pas la solution. Alors on s'était dit l'année dernière, ok, c'est pas très grave, ils apprennent, ils étaient encore très jeunes, ils apprennent, ça ira mieux cette année. Et cette année, 12e au championnat pour Lundgaard, 13e au championnat pour Armstrong, quelques petits podiums ici ou là sur les courses à grille inversée. C'est franchement pas jojo, ils font partie des derniers pilotes à avoir fait toute la saison. Pour dire, hein, Lundgaard et Armstrong, ils sont derrière Boschung au championnat. Donc c'est quand même pas terrible, même si Boschung a passé un cap et qu'il est un peu meilleur, et que ça un bon pilote de milieu de grille, c'est quand même pas terrible pour des pilotes qui étaient un peu les grands espoirs de leur filière, Marcus Armstrong pour la filière Ferrari et Christian Lundgaard pour la filière Renault. Et d'ailleurs la saison, enfin autant Christian Lundgaard l'an dernier on avait eu
des petits espoirs. C'est pour ça qu'on l'avait remis cette saison assez haut. Autant Marcus Armstrong qu'on voyait très haut avant 2020, ça fait 2 saisons de suite que c'est beaucoup plus que moyen en fait. Il se sauve sur 1 ou 2 exploits, mais c'est pas du tout ce qu'on attend. On avait beaucoup d'espoir qui se remettent la tête à l'endroit cette année, mais ça n'a pas du tout été le cas. Ça a été encore pire que l'an dernier en fait au final, parce qu'il termine à la même place mais avec 3 points de moins sur la saison. Même si les barèmes ont changé bien évidemment, mais voilà, c'est assez dommageable et bon bah c'est des carrières. Armstrong, ça sera sûrement une carrière en hypercar qui l'attend. Lundgaard, on sait déjà qu'il va partir en IndyCar. Enfin, c'est des pilotes qui peut-être dans 5 ans reviendront à un très bon niveau et on se dira c'est dommage de ne pas avoir su performer avant. Après, ça peut être des profils à Brandon Hartley qui revient pour une saison F1, mais a-t-on envie de refaire qu'une seule saison en F1 ? Je ne sais pas. D'un autre côté, Hartley est champion du monde, donc bon, c'est une carrière aussi. Mais voilà, c'est pas vraiment ce qu'on attendait d'eux avant leur arrivée en F2, et c'est vrai que je te rejoins sur ces flops-là. Oui, puis juste pour compléter sur Marcus Armstrong, c'est quand même un pilote qui faisait quasiment jeu égal avec Schwartzman sur tous les championnats où ils sont passés, parce que les deux se sont beaucoup suivis, et Armstrong était quasiment au niveau de Schwartzman partout, sauf en Formule 2 où il a vraiment buté, donc c'est un peu dommage. Moi, dans mes 3 flops, alors déjà, je vais commencer par Felipe Drugovich, qu'on avait tous les deux mis sur notre podium de la saison, qui avait signé chez Univirtuosi. On s'était dit, ah là là, après sa superbe saison 2020, sa signature, ça va vraiment le faire décoller. Et puis pas du tout. Il n'a jamais réussi à s'en sortir. Alors est-ce que c'est le fait d'avoir été un peu mis dans l'ombre de Zhou qui lui se battait pour le championnat? Je ne sais pas. Est-ce que c'est le fait d'avoir changé d'environnement? Est-ce que ça l'a un peu bloqué? Je ne sais pas. Mais toujours est-il que c'est une saison assez décevante d'un pilote dont on attendait beaucoup. Enfin, c'est très étrange parce qu'en 2020, on n'attendait pas beaucoup de lui et il a été excellent. En 2021, on attendait beaucoup de lui et ça a été moins bon, même si paradoxalement, il termine devant. Mais l'an dernier, il y avait pas mal d'exploits avec une voiture pas très bonne. Cette année, ça a été moyen avec une voiture qui termine deuxième du championnat. Donc, c'est là où est la différence finalement. Et en 2022, il va revenir chez MP. On ne sait pas ce que ça a donné, mais c'est vrai que c'est une saison un peu décevante de Felipe Drugovich. La deuxième chose dont je voulais parler, c'est ces pilotes qu'on remplace avant la fin de saison. Richard Verschoor, David Beckman, il y a eu qui d'autre? Il y a eu Thierry Mzendeli aussi, qui n'a pas fini la saison. On a eu plusieurs pilotes qu'on a arrêtés en cours de saison. Moi, je trouve ça vraiment dommage, surtout pour Verschoor et Beckman. Je vois pas pourquoi est-ce qu'on les arrêtait en fin de saison. Surtout si c'est pour mettre des Oli Caldwell, des Logan Sargent à leur place. Je vois pas trop l'intérêt. Je suis assez déçu de ça et j'aimerais bien qu'on laisse les pilotes de F2 faire des saisons entières de F2, surtout s'ils sont encore la 10e place, et qu'on vienne pas me parler de questions de budget, parce que si c'est ça le problème, alors la F2 doit revoir de façon plus profonde son fonctionnement pour éviter que des pilotes se retrouvent à se faire empiéter 2 meetings sur 8. Enfin, ça fait quand même 25% de la saison que tu fais en moins. Je trouve ça aberrant. Après, ouais, je suis d'accord avec toi. C'est dommage de voir ces pilotes se faire éjecter, surtout des gars comme Verschoor et Zendelli qui avaient fait un début de saison correct, qui était plutôt solide. Maintenant, moi je pense que justement il faut aborder cette question de budget, parce que les écuries ne sont pas responsables des décisions prises, notamment sur les droits télé qui sont versés aux équipes et globalement l'argent que le championnat reverse aux équipes. Et ces équipes-là, il faut aussi qu'elles vivent, il faut aussi qu'elles payent leur matériel, qu'elles payent leur personnel surtout. Et c'est pas forcément simple pour les écuries de faire une saison complète avec des demi-budgets ou ce genre de choses. Et on peut comprendre aussi les décisions prises par ces écuries-là qui doivent bien vivre aussi. Non mais oui, je comprends, mais c'est à la F2 de se poser des questions de comment tu peux perdre des Richard Verschoor en cours de saison pour voir arriver des rookies qui n'ont clairement pas la vitesse dans les pattes à un moment de la saison où tout le monde est habitué à la voiture. Enfin, je trouve que c'est aussi mettre en danger des jeunes pilotes qui arrivent de F3 et qui se retrouvent face à des gars qui ont une saison dans les pattes et qui se retrouvent à être finalement des sortes de chicanes mobiles de deuxième partie de grille. Mais un pilote qui lui a fait toute la saison, qui a été une vraie chicane mobile et qui est mon vrai flop de la saison, c'est Alessio Deleda, bien évidemment, le grand clown de la F2. On avait déjà beaucoup rigolé lorsqu'il avait été nominé, puisque c'était le pilote le plus lent d'une grille de 30 l'an dernier en F3, et on va pas refaire la grille 2020 de F3, mais il y a quand même des pilotes qui maintenant sont dans l'équivalent nord-américain de la FRECA, donc ça vous pose un peu le niveau. Et pourtant, lui avait réussi à finir derrière ces mecs-là, à être promu en F2 et à nous faire une saison catastrophique. C'est étonnant. Toujours derrière. Si vous avez eu l'occasion de... Enfin, moi j'ai eu l'occasion de voir des on-board de pilotes qui, tu sais, après une course 1 où tu abandonnes, tu repars de dernier du coup dans la grille en course 2.
et qui partait derrière Deleda. Et quand ces mecs-là rattrapaient Deleda, la différence entre son point de freinage et leur point de freinage, franchement, j'ai vu des différences de 30 mètres faciles entre les deux points de corde, enfin entre les deux points de freinage. C'est hallucinant de voir un pilote comme ça. Et là où un mec comme Mahaver Raghunathan était nul, mais n'était pas un danger. Alessio Deleda en plus a été dangereux sur la piste, a un comportement en piste qui n'est pas approprié puisqu'il se filme au volant de son Lamborghini à être à 200 sur le périph'. Enfin, c'est le guignol par excellence, il a rien à faire là. Et voilà, j'aimerais dire qu'on n'en reverra pas des comme ça, mais vu qu'on a vu Amaury Cordel faire des tests pour Van Amersfoort pour la saison 2022, je crains qu'on va encore avoir des clowns. Et c'est dommage dans une saison où tout le monde avait plus ou moins le niveau sur la grille, à part lui et Samaya. Et Petekov en début de saison, mais il y avait d'autres problèmes pour Petekov. Samaya, c'était un mauvais pilote, mais c'était juste un mauvais pilote. Là, c'est un pilote vraiment, mais vraiment nul, Deleda. Et honnêtement, il a ni le niveau de la F2, ni le niveau, il n'a pas le niveau de la F3, donc il n'a pas le niveau de la F1 bien évidemment, mais ni le niveau de la Super Formula, de l'IndyCar ou de la FE. C'est un pilote de grand max, je dirais, à l'MP2. Et encore, on est d'accord, je crois, toi et moi, pour dire que des mecs comme Sean Gelael et tout sont bien meilleurs que lui. Donc voilà, je suis assez en colère d'avoir vu un pilote comme ça sur des circuits comme Monaco, Bakou, Jeddah, servir de chicane mobile par rapport aux autres pilotes. Ouais, moi je ne vais rien dire sur Deleda parce que j'ai pas envie d'avoir des soucis avec les avocats de la famille Deleda après. Ah oui, c'est vrai. Je préfère ne rien dire. Quel marrant ça aussi. C'est vrai, Josh Revel avait eu des soucis avec les avocats de la famille Deleda parce qu'il avait osé dire que ce garçon n'était pas forcément très efficace sur la piste. On s'arrêtera là. Louis, je te remercie pour ce bilan de cette saison de F2. On se retrouvera bien évidemment très bientôt pour faire la preview de la prochaine saison de F2 d'ici 2 mois. Et là, on va mettre notre full tenue bleu, blanc, rouge pour soutenir Théo Pourchaire. Ah, bien sûr, bien sûr. 2022. Et peut-être aussi notre cher petit Clément Novalak, bien sûr, j'avais oublié le nom. Absolument. Non, mais je voyais que tu cherchais entre lui et Oui, j'ai eu un Martin, petit souci et j'ai essayé de retrouver ma fiche et j'ai eu un petit souci. Mais c'est vrai qu'on aurait aimé voir aussi Victor Martin en 2022 en F2, mais on est très content de voir Clément Novalak accompagner Théo Pourchaire pour cette saison. On vous remercie de nous avoir suivis. N'hésitez pas à laisser un commentaire, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo 2021. Salut! Salut à tous, à bientôt!